Lumière. 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 Lumière sur le spécisme avec François Jacquet, maître de conférence à l'Université de Strasbourg et membre des archives Henri Poincaré. Depuis les années 70, parmi les sujets qui enflamment les conversations, il y a celui du spécisme. Alors avant de développer le sujet, nous allons demander à notre invité, François Jacquet, philosophe et chercheur aux archives Henri Poincaré et au laboratoire interdisciplinaire en études culturelles à Strasbourg, comment les philosophes définissent-ils le spécisme ? Alors c'est bien connu, les philosophes sont rarement d'accord les uns avec les autres, et en l'occurrence, ils définissent le spécisme de toutes sortes de façons. Certains le définissent comme une thèse philosophique, par exemple la thèse que les humains ont un statut moral supérieur. D'autres le définissent comme un acte mental, par exemple le fait d'accorder plus de poids aux intérêts des humains qu'aux intérêts des autres animaux. Et puis d'autres encore le définissent comme un comportement, par exemple le fait de traiter les membres de certaines espèces mieux que les membres d'autres espèces. Et ces différences, elles sont importantes parce qu'une thèse philosophique, c'est pas du tout la même chose qu'un acte mental, qui n'est pas du tout la même chose qu'un comportement. Et donc tout ça illustre assez bien le désordre qui règne en la matière. Et alors, quelle est votre définition du spécisme, du coup ? Alors dans mes travaux de recherche, et notamment dans mon livre « Le pire des mots, éthique et ontologie du spécisme », je définis le spécisme comme un traitement inégal causé par l'espèce. Donc en ce sens, on est spéciste dès lors qu'on traite certains individus mieux que d'autres, et que ce traitement s'explique en partie au moins par l'espèce à laquelle ces individus appartiennent ou par l'espèce à laquelle ils sont assignés. Et cette définition, elle a un avantage important, c'est qu'elle correspond bien à une définition satisfaisante du racisme. Et ça, c'est crucial compte tenu de la fonction du concept de spécisme. Parce que si ce concept est utile, c'est principalement parce qu'il nous permet de tirer de l'éthique du racisme des leçons qu'on peut ensuite appliquer à l'éthique du spécisme. Et ça suppose évidemment que le spécisme soit analogue au racisme. Alors je pense qu'il faut définir le racisme comme un traitement inégal causé par la race, en ce sens qu'on est raciste dès lors qu'on traite certains individus mieux que d'autres, et que ce traitement inégal s'explique en partie au moins par la race à laquelle ces individus sont assignés ou la race à laquelle ils appartiennent. Alors, à la lumière de cette définition, quelles raisons avons-nous de penser que le spécisme existe ? Alors pour répondre à cette question, on peut se focaliser sur le spécisme anthropocentrique, celui qui privilégie les humains. Et ma définition implique que cette forme de spécisme existe à deux conditions. Premièrement, que les humains soient mieux traités que les autres animaux. Et deuxièmement, que ce traitement inégal s'explique en partie au moins par l'espèce. Alors je pense que dans les faits, ces deux conditions sont satisfaites. C'est assez évident dans le cas de la première, puisque nous traitons les animaux de toutes sortes de manières dont nous refusons de traiter les êtres humains, notamment dans le cadre de l'élevage et de l'expérimentation animale. Les animaux sont considérablement moins bien traités que les êtres humains. Maintenant, ce traitement inégal, il peut être qualifié de spécisme seulement s'il est causé par l'espèce. C'est la deuxième condition d'existence du spécisme. Alors, on pourrait imaginer que les privilèges dont jouissent les humains ne résultent pas de l'espèce, mais des capacités mentales supérieures qui sont celles des humains. De ce point de vue, c'est parce que les humains sont rationnels et conscients d'eux-mêmes qu'ils sont mieux traités que les poules, les vaches et les cochons. Mais cette hypothèse, elle est vraiment pas très convaincante, et pour le comprendre, on peut considérer le cas des nouveau-nés et des personnes mentalement handicapées, qui ne sont ni rationnels ni conscients d'eux-mêmes. Si nos comportements étaient causés par les capacités mentales plutôt que par l'espèce, alors nous traiterions les humains mentalement handicapés et les nouveau-nés aussi mal que les animaux. Or, ce qu'on observe, c'est que c'est pas du tout ce qui se passe. Ces humains sont aussi beaucoup mieux traités que les animaux. Donc en clair, il semble bien que les deux conditions d'existence du spécisme soient remplies. D'une part, les humains sont mieux traités que les autres animaux, et d'autre part, c'est l'espèce qui semble expliquer cette inégalité de traitement. Alors, quel est le point de vue des philosophes sur la moralité du spécisme ? Y a-t-il un consensus sur ce sujet ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, les philosophes sont rarement d'accord, ils parviennent rarement à un consensus, mais il arrive qu'une position dominante se dégage, et c'est le cas pour la question du spécisme. La plupart des experts en éthique animale s'entendent pour condamner le spécisme, même s'ils ne s'entendent pas pour le définir. Et ce consensus, il est particulièrement intéressant du fait qu'il contraste avec la position dominante chez les non-philosophes, selon laquelle le spécisme est parfaitement moralement acceptable.
Et quel est le principal argument invoqué contre le spécisme? Alors c'est ici que les philosophes mobilisent l'analogie avec le racisme. L'idée est que, d'une part, le racisme est injuste parce qu'il possède une certaine caractéristique, et d'autre part, le spécisme possède lui aussi cette caractéristique. Donc il découle de la combinaison de ces deux affirmations que le spécisme est lui aussi injuste. Alors le premier philosophe à avoir développé un argument de ce type, c'est Peter Singer. Dans son livre La libération animale, qui est paru en 1975, Singer soutient que le racisme est injuste parce qu'il enfreint le principe d'égale considération des intérêts. Alors selon ce principe, nous devons accorder aux intérêts égaux de tous les individus une considération égale. Donc il est injuste d'accorder plus de poids au bien-être de certains individus qu'au bien-être d'autres individus. Or, l'argument continue, les racistes violent le principe d'égale considération, puisqu'ils n'accordent pas la même considération, le même poids aux intérêts, au bien-être de tous les individus. Ils négligent les intérêts et le bien-être de certains individus du fait de leur race. Alors Singer remarque ensuite que le spécisme enfreint lui aussi le principe d'égale considération, parce que de fait, les spécistes accordent plus de poids aux intérêts des humains qu'aux intérêts des poules, des vaches et des cochons. Donc en somme, le racisme est injuste parce qu'il enfreint le principe d'égale considération des intérêts. Or, le spécisme enfreint lui aussi ce principe. Par conséquent, il est lui aussi injuste. C'est l'argument de Peter Singer. Mais est-ce que c'est un argument suffisant? Je pense que cet argument n'est pas complètement convaincant. Il repose entièrement sur le principe d'égale considération. Donc si ce principe est faux, le racisme ne peut pas être injuste parce qu'il enfreint ce principe. Plus généralement, une conduite ne peut pas être immorale parce qu'elle enfreint un principe faux. Le problème, c'est que le principe d'égale considération rencontre apparemment plusieurs contre-exemples. Et ici, je vais simplement en mentionner un, en guise d'illustration. Donc, supposez que Vladimir Poutine et Greta Thunberg ont une indigestion, et que j'ai en ma possession un antidouleur. Et sans hésiter, je le donne à Greta, et je lui dis tant pis pour Vladimir. Okay. Ici, j'ai accordé plus d'importance au bien-être de Greta qu'au bien-être de Vladimir. Or, intuitivement, j'ai rien fait de mal. De toute évidence, les intérêts de Greta importent plus, méritent plus de considération que ceux de Vladimir. Et donc ça semble être un contre-exemple au principe d'égale considération. Maintenant, pour être honnête, les contre-exemples de ce type ne me convainquent pas entièrement, mais je pense qu'ils nous fournissent à minima des raisons de douter du principe d'égale considération. Et donc, dans ces conditions, ce serait une erreur que de s'appuyer sur ce principe pour expliquer l'injustice du racisme. Il vaut mieux chercher une autre explication. Alors, est-ce dire que le spécisme est éthiquement acceptable? Non, parce qu'il existe un meilleur argument que celui de Singer, un argument qui ne fait pas appel au principe d'égale considération, mais au principe d'égal traitement. Donc selon cet autre principe, nous devons traiter les individus également, à moins qu'il n'existe entre eux une différence moralement pertinente. Autrement dit, il est injuste de traiter certains individus mieux que d'autres en l'absence d'une bonne raison de le faire. Alors un avantage de ce principe, c'est qu'il ne rencontre pas le contre-exemple que je viens d'évoquer. Si j'ai eu raison de privilégier Greta Thunberg au détriment de Vladimir Poutine, c'est qu'il y avait entre eux une différence moralement pertinente. Greta est une bonne personne, Vladimir est un salaud, et donc le principe d'égal traitement implique que j'ai bien fait. Ici, il délivre exactement le résultat qu'on souhaitait. Et par ailleurs, ce principe explique très bien l'immoralité du racisme. De fait, il n'existe pas entre les blancs et les noirs de différence qui pourrait justifier qu'on traite les uns mieux que les autres. Et donc, le principe d'égal traitement nous demande d'accorder une considération égale ou un traitement égal aux blancs et aux noirs. Donc, en résumé, on a maintenant une bonne explication de l'injustice du racisme. C'est parce que les racistes violent le principe d'égal traitement que le racisme est injuste. Et le problème, c'est que les spécistes, eux aussi, violent le principe d'égal traitement. Et donc, le spécisme est injuste. Précisément, il est injuste pour la même raison qui rend injuste le racisme. Alors, n'y a-t-il pas de différence moralement pertinente entre les humains et les animaux, quand même? C'est en tout cas ce que soutiennent les défenseurs du spécisme. Mais pour saisir ce qui se joue ici, il faut bien comprendre quels défis ces philosophes doivent relever. Ils doivent identifier une caractéristique qui soit à la fois moralement pertinente et présente chez tous les humains et chez les humains seulement. Alors pour relever ce défi, certains philosophes invoquent les capacités mentales typiquement humaines que sont la rationalité et la conscience de soi, mais cette défense du spécisme elle se heurte au constat que tous les humains ne possèdent pas ces capacités. Les bébés, par exemple, ne sont pas rationnels, ne sont pas conscients d'eux-mêmes.
Mais du coup, si ces caractéristiques étaient moralement pertinentes, elles ne justifieraient pas de traiter les humains mieux que les animaux, elles justifieraient au mieux de traiter certains humains mieux que les animaux et d'autres humains. La seule caractéristique qui permette de distinguer tous les humains d'un côté et tous les animaux de l'autre, c'est l'appartenance à l'espèce humaine. Mais cette différence, elle est dénuée de pertinence morale et pour le comprendre, il suffit d'effectuer une expérience de pensée. Donc supposons que, suite à une série de mutations génétiques, une nouvelle espèce est apparue, les Almost sapiens, et ces individus sont indissociables des Homo sapiens. Ils ont la même apparence, ils ont la même vie mentale. Simplement, ils ne font pas partie de la même espèce. Alors si l'espèce était moralement pertinente, moralement importante, il serait justifié de traiter les Almost sapiens beaucoup moins bien que les Homo sapiens, peut-être aussi mal qu'on traite actuellement les animaux. Mais cette implication, elle est parfaitement absurde, sachant que les deux groupes ont exactement la même vie mentale, les mêmes capacités, les mêmes intérêts. C'est sûr qu'ils méritent un traitement égal. Donc en clair, il n'existe pas de différence moralement pertinente entre les humains d'un côté et les animaux de l'autre, et donc le spécisme viole le principe d'égalité de traitement. Alors, vous semblez présupposer qu'il existe une morale universelle. Mais est-ce le cas pour vous ? Oui, c'est sûr que je présuppose qu'il existe des vérités morales universelles, donc qui ne varient pas selon les cultures, selon les époques. Mais notez que tous les philosophes font ce présupposé quand ils se posent des questions morales. Si les vérités morales dépendaient des normes propres à une culture, il suffirait pour savoir si, par exemple, l'homosexualité ou l'euthanasie sont immorales, d'étudier les conventions locales en la matière. Mais ce n'est pas du tout la manière dont les philosophes s'y prennent pour répondre aux questions morales. En tant que philosophe, on ne cherche pas à savoir si la société condamne l'homosexualité ou l'euthanasie. On veut savoir si l'euthanasie et l'homosexualité sont immorales. Et ce sont deux questions qui sont très différentes. Et ça suggère que les vérités morales transcendent les conventions sociales. Alors le présupposé d'une morale universelle, il est vraiment à première vue très très plausible. Mais plus que ça, le relativisme rencontre vraiment des objections fatales. Notamment, il est incompatible avec la possibilité de l'erreur morale. C'est assez évident qu'une communauté peut se tromper en matière d'éthique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver un exemple. La culture occidentale a longtemps approuvé la violence conjugale et l'esclavage. Mais du coup, ceux qui réduisent les vérités morales à des normes conventionnelles propres à une communauté doivent en conclure que la violence conjugale et l'esclavage étaient moralement acceptables tant qu'ils étaient approuvés. Mais évidemment, cette conclusion est absurde. Même quand la violence conjugale et l'esclavage étaient approuvés par la communauté, ces conduites, ces pratiques étaient injustes. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a fallu les interdire. Alors quand on les interroge, les gens déclarent volontiers que l'éthique est relative, mais peu sont en fait disposés à accepter les implications concrètes du relativisme. Quand le chat mange la souris avec laquelle il a joué, quand la mésange choisit une chenille plutôt qu'un coléoptère pour son repas, quel sens moral doit-on donner à cela ? Et justement, est-ce qu'on ne s'attribue pas là, encore une fois, une façon anthropocentrique de voir le monde ? Alors je comprends que vous me posez ici la question de l'existence du spécisme chez les animaux. Je n'ai pas de position bien définie à ce sujet parce que je ne suis pas sûr qu'il arrive au comportement des animaux d'être causé par l'espèce. Mais peu importe, on peut supposer que c'est le cas pour les besoins de l'argument. Et sous cette hypothèse, ma théorie implique que les animaux sont parfois spécistes. Mais dans ce cas précis, je dirais que ce n'est pas une instance de spécisme qui est moralement condamnable. Comme les enfants, les animaux n'ont pas les compétences... Non, je vais la refaire. Comme les jeunes enfants, les animaux n'ont pas les compétences mentales nécessaires à l'agentivité morale. Ils ne sont pas responsables de leurs actes, c'est bien qu'il n'y aurait aucun sens à condamner leur spécisme. Mais ceci étant dit, notez qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces considérations pour justifier le spécisme des humains. Les animaux sont capables de toutes sortes d'actes qui sont moralement condamnables quand ils sont accomplis par des agents moraux. Par exemple, les crocodiles mangent leurs petits, puis il arrive à un ours de tuer un être humain. Mais comme les crocodiles et les ours ne sont pas responsables de leurs actes, il vient à l'idée de personne de juger leurs comportements immoraux. Mais personne ne s'appuie pour autant sur le fait que les crocodiles mangent leurs petits ou sur le fait que les ours tuent des humains pour justifier le cannibalisme ou le meurtre. Et à cet égard, le spécisme est comme le cannibalisme et comme les homicides. Il est injuste quand il est le fait d'agents moraux et seulement quand il est le fait d'agents moraux. Je vais mettre les pieds dans le plat. Si je veux être moralement et en conscience non spéciste, je ne dois donc plus exploiter les animaux, soit pour les manger, les faire travailler ou même,
solliciter leur affection. Comme je le disais à l'instant, nous traitons les animaux de toutes sortes de manières dont nous refusons de traiter les êtres humains. Notamment, nous les élevons et nous les tuons pour pouvoir consommer leur chair, nous effectuons sur eux des expériences au nom du progrès scientifique ou médical, et nous les enfermons et les exploitons pour nous divertir. Alors si le spécisme est injuste, il s'agit bien sûr de remettre en question tous ces comportements, puisqu'il serait clairement immoral d'infliger de tels préjudices à des humains pour les mêmes raisons. On peut penser qu'il est immoral de les infliger aux animaux. En somme, la reconnaissance de l'injustice du spécisme suppose probablement de revoir en profondeur nos relations avec les animaux. Quand on prend conscience que le spécisme est injuste, on prend par la même occasion conscience que le monde est immensément injuste. Je vous remercie pour ce partage de vos convictions et de votre philosophie. Je pense qu'il serait intéressant aussi de la mettre en écho avec les représentations qu'ont les éthologues. Ça serait intéressant d'avoir un dialogue philosophe et éthologue sur le sujet. Merci beaucoup, on suivra le cours de vos recherches. Merci pour votre invitation. C'était Lumière sur le spécisme avec François Jacquet, maître de conférence à l'Université de Strasbourg et membre des archives Henri Poincaré.